Épisode numéro 69 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode de la semaine. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Et cette semaine, pas d'invité. On se fait un petit tête-à-tête, Sébastien Berroir et moi. Ce qui est peut-être ou peut-être pas, les rumeurs ne sont pas confirmées, mais son plus grand cauchemar. On va lui demander. Sébastien, un tête-à-tête avec moi, est-ce que c'est ton plus grand cauchemar? Ben, si c'est pas le plus grand, c'est pas loin. Là. OK. Ça va être une heure difficile, mais je devrais passer au travers. OK. En parlant de plus grand cauchemar, je regarde la casquette que tu arbores. Écoute, on va aller tout de suite au blog sur les Blue Jays. Pourquoi se priver du plaisir? Okay, Blue Jays, let's play ball. Les Blue Jays de Toronto qui ont perdu en ce mercredi après-midi contre les White Sox de Chicago pour la première fois depuis que Mitch Marner a été échangé aux Golden Knights. J'ai vu la stat passer ce matin alors qu'il était sur une séquence de 10 victoires. J'ai trouvé ça bon. Il fait perdre vraiment tout le monde dans cette ville-là. Euh, donc, les Blue Jays, au moment où on se parle, évidemment, les Yankees sont en train de jouer, mais on parle d'une avance de 3 matchs dans la division Est. Sébastien, compte tenu du fait que la semaine dernière, avant la série de 4 matchs contre les Yankees, on parlait d'un retard de 3 matchs. Ça change vite des fois dans le baseball. Et que ça change vite. Puis on se disait à ce moment-là, les Jays doivent remporter la série, au moins 3 matchs sur 4. Ouais. On ne peut pas se permettre de niveler cette série-là. On aurait pu se le permettre parce que ça n'aurait pas été catastrophique. Mais si on veut se rapprocher, il Mais faut tu ne peux gagner pas la 3 matchs. perdre. Tu ne Tu peux ne pouvais pas pas perdre la perdre. 2 matchs de plus que les Yankees. T'sais. Exactement, exactement. Mais là, c'est tout l'inverse qui est arrivé. Puis, tu sais, un balayage contre les Yankees de New York à domicile, ça donne vraiment le ton. Ça a donné le ton pour la série contre les Angels, pour cette série contre les White Sox. Oui, c'est des équipes qui sont un petit peu plus faibles, mais quand même, si tu prends cette air d'aller-là, puis tu continues à jouer de l'excellent baseball. Donc, vraiment, les Jays, là, quel revirement de situation dans le dernier mois, mais peut-être un peu plus encore, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avait vu ça venir. Il n'y avait pas vraiment de signe qui nous laissait présager ça non plus, mais du jour au lendemain, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, il y a eu un déclic, mais vraiment, les Jays sont devenus une équipe de tête dans cette ligue-là, puis c'est vraiment excitant à regarder parce que on regardait le baseball des Jays en début de saison, il ne se passait pas grand-chose, on gagnait des matchs, on en perdait, un peu comme on s'attendait en début de campagne, mais là, vraiment, c'est le fun à regarder. C'est, comme tu l'as dit, c'est un bon revirement de situation. On n'avait pas ça nécessairement dans notre manche l'année passée, cet hiver, en début de saison, il y a 10 jours. On n'avait pas ça dans notre manche. On se disait, ben écoute, peut-être qu'ils vont creuser un peu l'écart, peut-être que ça va rester le même. J'excluais pas qu'une semaine plus tard, que les Blue Jays soient peut-être en tête de cette division-là, un peu aussi parce que les Yankees ne jouent pas nécessairement de l'excellent baseball. Mais si tu m'avais dit une avance de 3 matchs au moment du podcast épisode numéro 69, je ne t'aurais pas cru à ce niveau-là. C'est vraiment une remontée qui est assez spectaculaire. Est-ce que ça va perdurer? Évidemment, on ne le sait pas. Seul le temps nous le dira. Mais les Blue Jays ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis comme tu l'as dit, oui, tu as affronté des équipes plus faibles, mais à ce que je sache, les Rockies du Colorado, ils ont affronté des équipes aussi. Puis les Marlins de Miami, puis les Pirates de Pittsburgh, puis les Orioles, puis nomme-moi toutes les mauvaises équipes du circuit. Ils ont affronté des équipes. Puis il n'y a personne d'autre qui était sur une séquence de 10 victoires de suite. Donc ça allait. Tout va bien pour la troupe de John Schneider en ce moment-là. Ça, c'est sûr et certain. Oui, exactement. Puis les Rockies, les White Sox, c'est des équipes du baseball majeur. Tu dois les battre. C'est un soir donné, ils peuvent te battre. Puis on en a parlé, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y a eu des balayages par des équipes faibles contre des équipes fortes. C'est pas une victoire dans une série de 3 matchs, c'est 3 victoires. Donc, il faut que tu gagnes tes séries, il faut que tu gagnes tes matchs. Puis les Jays l'ont fait. Oui, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, entre autres le fait que les Yankees ne jouent pas de l'excellent baseball, mais tu dois saisir cette occasion-là. Tu dois profiter du fait que les Yankees ne jouent pas du bon baseball parce que on s'attend à ce que cette séquence des Yankees ne perdure pas toute la saison. Donc, on risque de se replacer. De l'autre côté, les Jays, on risque de revenir un petit peu pas à nos standards du début de saison, mais on n'aura pas des séquences de 10 victoires comme ça à plusieurs reprises d'ici la fin de la saison. Donc, tu dois profiter de ces séquences où les autres équipes vont moins bien. Puis ça va arriver dans une saison. On voit les Dodgers qui viennent de se faire balayer 2 fois consécutives, 6 défaites de suite. Ouais. Donc, tu dois profiter de ces occasions-là, puis les Jays le font très bien en ce moment. On a parlé un petit peu du classement dans l'Est.
On dirait qu'on revient à des standards peut-être des autres années parce qu'il y a vraiment l'Est et les autres divisions présentement dans une ligue américaine qui est, ma foi, quand même assez ouverte. Bon, évidemment, là, les Tigers qui sont à 59 victoires au moment où on se parle, les Astros à 55, ce sont les deux seules équipes qui ont une meilleure fiche que les Blue Jays. Par la suite, les Yankees de New York qui sont à une fiche de 50 victoires, 41 revers. Les Rays qui sont à un match des Yankees. Tu as les Mariners qui sont à un match des Rays. Et par la suite, tu as les Red Sox hors du portrait des séries qui sont juste à un match des séries, donc des Mariners de Seattle. Et après, on y va avec des clubs comme les Rangers, les Royals, qui sont au moins à 3 matchs et demi des séries éliminatoires. Donc, tu as 4 équipes en ce moment dans l'Est qui peuvent légitimement penser aux séries éliminatoires. Je veux dire, les Red Sox sont à un match des séries éliminatoires, une victoire, puis une défaite des Mariners, puis on est à égalité. Donc, il y a vraiment 4 équipes qui peuvent aspirer. C'est une division qui est coriace. Mais le reste, si tu ne t'appelles pas les Astros ou les Tigers dans les deux autres divisions, c'est assez ouvert. Donc, le calibre est encore une fois, même si les Orioles ne sont pas bons, le calibre est relevé présentement dans l'Est. Oui, très relevé. Puis oui, les Orioles sont pas bons, mais quand même, sont pas nécessairement faciles à affronter non Non, plus t'as quand raison. tu les affrontes au sein de la division. T'as Ils raison. veulent battre leurs rivaux de division, donc c'est pas facile. Oui, ils ont certaines lacunes au monticule, mais ça reste qu'ils ont de très bons frappeurs. Donc, ça peut être difficile dans une série contre les Orioles. Puis les Red Sox, c'est la dernière équipe qui joue pour 500 ou plus. Le reste, la Ligue américaine, derrière les Red Sox, ça joue tout en dessous de 500. Donc, Ouais. on a vraiment 4 équipes dans l'Est de l'américaine qui vont lutter peut-être jusqu'à la fin de la saison. On ne sait pas dans quelle direction vont aller les Red Sox, mais pour les 3 autres équipes, ça risque de se décider à la toute fin. Donc, tu dois gagner tes matchs, surtout dans la division et surtout quand tu affrontes des équipes un petit peu plus faibles. On n'est pas si loin du classement d'il y a une couple d'années quand les Orioles étaient plus bas, puis que Oui, tu plaçais l'Est de l'américaine au-dessus de la centrale de l'américaine, puis que ça faisait un classement de 1 à 10. Te souviens-tu de ça? Je oui, pense que ça a oui, été vrai 48 heures ou à peu près, mais quand c'était même. quand Oui. même quelque chose. Là, évidemment, les Tigers font en sorte que c'est pas du tout le Non. cas, mais bon. Non. Euh, Blue Jays. Il y a Jean-Michel ici qui nous dit Rodon est de retour dans le 3A, il performe encore, même si les Blue Jays n'ont pas énormément de besoins, à part peut-être un 5 partant, un cinquième partant. Selon vous, vont-ils l'échanger? Je pense pas que c'est impossible qu'un Alan Rodon parte. Non. Moi, je vais t'en soulever un nom. Joey Loperfido, as-tu été rappelé pour être dans la vitrine? C'est Jérémy Filosa qui a tweeté ça ce matin, puis ça me honte comme tweet parce que je fais, ouais, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou parce qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions. Puis si on va aller chercher des actifs dans les autres équipes du baseball majeur, il va falloir donner des choses. Donc, oui, ça peut être un Loper Fido, oui, ça peut être un Rodden. Moi, je vais te nommer un autre nom. Puis peut-être que tu n'aimeras pas ça. Est-ce que tu es prêt à donner Trey Savage pour 3 mois d'un partant de qualité? Tu sais, Pour 3 mois d'un partant, non. Pour un partant avec du contrôle, j'ai envie de te dire non quand même, mais la réponse est peut-être un petit peu différente. Pour 3 mois d'un partant, la réponse est non. Mais ça va être un petit peu ça les prix parce que je pense que pour les lanceurs partants qui vont être peu présents dans cette date limite des Ouais. transactions, les prix vont grimper, il va y Mhm. avoir de la surenchère, fait qu'il va falloir payer plus que, Ouais. selon moi, des Loper Fido et des Rodden. Ouais. Puis là, à ce moment-là, les Jays vont avoir une décision à prendre. Est-ce qu'on pense qu'on a vraiment des chances cette année, comme on nous le dit depuis un an? Puis ça va être ce genre de nom-là qui va ressortir parce qu'on n'a pas un Mhm. système de filiale qui est très, très étoffé. Donc, les seuls noms qui ont de la valeur, c'est ceux qu'on a nommés. C'est Yes Savage en plus, qui a selon moi, une excellente Ouais, valeur. ouais, Donc, absolument. est-ce qu'on va s'en départir vraiment? On va le savoir dans le prochain mois. Mais tu sais, si tu me dis, mettons, Joe Ryan au Minnesota, tu Mhm. sais, qui a une belle saison, qui est excessivement fiable, il reste 2 ans et demi de contrôle, donc tu l'as pour 25, 26, 27. Là, peut-être que la discussion est ailleurs. Euh, mais écoute, je vais t'en poser une justement, question par rapport aux espoirs. Mettons que ça te prend un espoir de cette trempe-là, de cette qualité-là, et que tu es Ross Atkins. Est-ce que tu aimes mieux donner Trey Savage ou tu aimes mieux donner Arjun Nimala? J'aime mieux donner Arjun Nimala, selon moi. Moi aussi. Avoir un lanceur comme Yes Savage avec Ouais. les besoins des Jays à cette position-là, Ouais. Yes Savage a plus de valeur peut-être pour les Jays qu'il peut en avoir ailleurs, même s'il y a une très grande valeur. Mais Mhm. je pense que si tu as à choisir entre les deux, tu dois te départir de Nimala.
Offensivement, on ne l'aurait pas dit en début de saison, Madison Barger a changé la donne complètement. On Ouais. commence à avoir beaucoup de munitions. C'est dans la rotation partante qu'on va avoir des besoins dès cette année, mais dans les années futures. Donc, je pense pas qu'on peut se départir de Savage, surtout si on va pas chercher un lanceur en retour. Là. Non, exactement. Guillaume ici qui nous dit voyez-vous les Jays faire un bout de chemin en série avec ce line-up-là? Qu'est-ce qui leur manque pour être aspirant? Merci, continuez votre bon travail. Merci, Guillaume, des bons mots. Écoute, on en parle depuis tantôt, ça va leur prendre un partant. Tu n'es pas obligé nécessairement d'avoir un partant numéro 1. Tu n'es pas obligé d'aller chercher un as, mais c'est un lanceur qui va être dans tes 4 meilleurs, donc qui peut lancer en série. Fait que dans le fond, quelqu'un, mettons, moins bon que Chris Bassett, mais meilleur que Max Scherzer. Tu sais, quelque chose comme ça, mettons, pour être au moins un numéro 4 qui lance en série, mais si c'est mieux, c'est mieux. Écoute, c'est un club qui aspire à faire les séries qui ne s'appellent pas les Rays, fait que la relève par la force des choses. Mais c'est pas un énorme besoin, mais si tu peux ajouter un releveur, tu es aussi bien de le faire. Ouais. J'ai envie de te dire un bâton droitier pour le banc. Là, David Schneider fait en sorte que ça change un peu la donne, mais jusqu'à quel point ça va durer, je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est encore un besoin par la force des choses. Donc, j'ai envie de te dire dans cet ordre-là, peut-être un lanceur partant, c'est définitivement la priorité. Un releveur, puis un frappeur droitier qui n'est pas nécessairement un régulier. Pour moi, c'est ça les 3 besoins des Blue Jays. Là. Puis, le joueur n'est pas obligé d'être dans une position en particulier. Pas un receveur, évidemment, parce que tu as 2 bons receveurs. Mais tu as des surplus dans le champ extérieur. Écoute, peut-être un gars d'avant-champ à choisir, mais tu sais, c'est pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas tant un besoin à ce niveau-là. Là. Il faut adresser vraiment la rotation. Puis tu parlais de peut-être 4e partant. Si tu es capable d'avoir un partant qui repousse justement Chris Bassett au 4e rang, ce serait l'idéal. Je pense qu'on va avoir besoin de 4 partants solides, incluant Bassett, mais pas au 3e rang de cette rotation-là. Mm-hmm. Donc, ça va prendre un bon lanceur, puis tu as mentionné la relève. Ça peut tellement changer vite au baseball. Je vais prendre l'exemple des Yankees. Les releveurs tombent comme des mouches, ce qui fait en sorte que la relève a une moyenne de 10 points quelque chose à ses, je ne sais pas combien, derniers matchs. Donc, des releveurs, ça peut se blesser. Oui, présentement, on est correct, mais d'ajouter des bras dans l'enclos de relève, il faut le faire pour faire un bout de chemin en série. On l'a vu avec les Dodgers l'an dernier aussi. Ça te prend plusieurs bras solides pour se rendre jusqu'au bout. Puis selon moi, ça va être les besoins qui vont être adressés en premier par les Jays. C'est intéressant de noter aussi que, tu sais, un peu partout, quand ça parlait des besoins des Blue Jays ou quoi que ce soit, c'était bel et bien les lanceurs partants qui étaient toujours ciblés là, du côté de Toronto, puis sans aucune surprise, là, on va se le dire. Et à ce niveau-là, il y a David qui nous mentionne ici, j'ai manqué le début de votre épisode, mais Alcantara ou Zach Gallen comme 3e partant, c'est des noms par la force des choses aussi, Sébastien, qui vont circuler. Là. Oui, exactement. Pour des noms comme ça, ça revient à mon point de tantôt. Est-ce que tu vas être obligé de sortir un Yes Savage? Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment les enchères vont aller. Est-ce que tu peux faire un package avec plusieurs actifs, mais lesquels tu vas sortir? Parce qu'on le disait tantôt, c'est assez mince à ce niveau-là. Oui, ce serait idéal d'avoir ces noms-là dans la rotation, puis ce ne serait pas nécessairement des 3e partants. Là. Tu pourrais les monter dans cette rotation-là, puis leur donner beaucoup de responsabilités, puis la pression qui vient avec. Par contre, est-ce qu'on est capable de payer? Je pense que oui. Est-ce qu'on veut le faire? Ça, c'est une autre question. Moi, la question que je me pose, c'est tu le sais comme moi que les prix sont déterminés par les acheteurs, les vendeurs. Tu regardes les Red Sox de Boston qui sont hors des séries, tu l'as dit, c'est la dernière équipe qui est au-dessus de 500. Il y a des rumeurs de vente, il y a des rumeurs de Jarren Duran depuis longtemps. Il y a des rumeurs de Haroldis Chapman. On a parlé d'Alex Bregman. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard là, durant l'émission. Les équipes en dessous, je ne vois pas les Rangers du Texas acheter. Je pense que les Royals vont essayer de remonter, mais les Angels, les Orioles, les Aces, les White Sox, il y a beaucoup de clubs qui vont vendre, puis on pourrait se prêter au même exercice du côté de la Ligue nationale où la crème est vraiment peut-être plus forte dans la nationale, puis les moins bonnes équipes sont moins bonnes. S'il y a beaucoup d'équipes qui décident de dire je vais en profiter pour vendre, ça peut affecter la valeur des joueurs aussi, puis peut-être que ça peut y aller dans cette façon-là. Ceci étant dit, je dis ça, peut-être que c'est totalement l'inverse qui va arriver, puis qu'il y a plein de clubs qui vont se dire tu sais quoi, c'est quand même ouvert, je vais m'essayer, puis je vais acheter, et que là, ça va créer un effet de rareté. Donc, il est encore, écoute, la date limite est dans 3 semaines à peu près, mais il est
beaucoup trop tôt pour connaître les prix. Oui, c'est paradoxal un petit peu, mais Ouais. c'est ça à chaque année. Il y a des équipes qui vont attendre à la toute dernière minute, qui vont prendre une décision sur la fiche de leur équipe dans la dernière semaine avant la date limite, voir Ouais, s'ils ont encore une chance. Alors qu'il reste 2 mois de baseball après, là, tu sais, c'est c'est quand ça. même spécial de penser de la sorte, mais C'est à ça. un moment, tu dois faire une coupure, tu dois prendre une décision parce que la date limite arrive à grands pas. Donc, jusqu'à la dernière minute, on risque de pas nécessairement connaître les prix qui vont être payés par les équipes qui vont acheter, puis voir combien d'équipes vont vendre, combien d'équipes vont acheter. Puis il risque d'avoir des revirements de situation à la dernière minute. On parlait de Zach Gallen tantôt. Les D-backs, on n'a pas vraiment d'idée de ce qu'ils vont faire. Tu sais. Non, ça, Ils c'est un pourraient wild card parce qu'ils décider. ont beaucoup de bons joueurs, tu sais. Exactement, exactement. Est-ce que Suarez va être transigé, Zach Gallen, Merrill Kelly? Il y en a plusieurs, Ouais. mais ils vont attendre probablement la dernière minute. Donc, il y a des équipes qui ne bougeront pas en attendant la décision des Diamondbacks, etc. Donc, c'est un jeu de domino. Quand le premier domino tombe, c'est là qu'on voit les choses se produire. Mais d'ici là, c'est très, très difficile à prédire. Est-ce que tu repousserais la date limite des transactions, ne serait-ce que d'un 2 semaines? Parce que, tu sais, avant, tu avais 5 Ouais. équipes par ligue qui faisaient les séries. Donc, forcément, ça laissait, tu sais, rendu à la date limite, tu savais un petit peu plus à quoi t'en tenir parce que le 6e rang n'était pas accessible, c'était le 5e. Et en plus, avant, tu avais, rappelle-toi, le balotage révocable qui faisait en sorte que tu mettais quelqu'un au balotage, tu le remettais, tu étais sûr de ne pas le perdre. C'était juste une technique pour pouvoir échanger quelqu'un jusqu'au 1er septembre. Justin Verlander avait été échangé au Astros le 31 août à peu près 11h50 le soir. Tu sais. Fait que tu peux échanger des gars à un mois de la fin de la saison, ce qui est quand même un échantillon différent. Tu sais, c'est le 5/6e de la saison est joué au lieu du 2 tiers. Tu avais moins d'équipes en série. Tu sais, si tu regardes, mettons, comparé au hockey, où justement, c'est à peu près aux 3 quarts de la saison qui est située la date limite des transactions, c'est pas aux 2 tiers. Fait que, tu sais, avec les circonstances qui ont changé, le balotage révocable, le nombre d'équipes en série, est-ce que tu repousserais sans dire qu'on va nécessairement jusqu'au 1er septembre parce que c'est peut-être un peu tard, Ouais. mais tu sais, une espèce de juste milieu de dire, hey, le 15 août, peut-être que tout le monde saurait un petit peu plus à quoi s'en tenir quand même. J'aime beaucoup ton 2 semaines. Moi aussi, je n'irai pas jusqu'à la fin du mois d'août. Tu sais, on prend l'exemple du hockey, c'est quand même à la fin de la saison, il reste à peu près un mois d'activité. La NFL, c'est beaucoup plus tôt. Ouais. Mais pour le baseball, je pense qu'un 15 août, ça ferait beaucoup de sens. Comme on l'a mentionné, il se passe tellement de choses en 2 semaines dans une saison de baseball Mais que, oui. tu sais, on a vu les Tigers l'an dernier. Là. Les Tigers se sont départis de certains joueurs à la date limite des transactions, puis ils ont commencé un push tout de suite après. Ils se Ouais. sont rendus en série, ont quand même donné du fil à retordre à leurs adversaires. Mais oui. Imaginez si cette équipe-là avait commencé son push, avait décidé d'acheter, avait gardé Flaherty au C'est ça. monticule avec Tarek Skubal qui était déjà présent. Ça change tout. Donc, 31 juillet, c'est un peu tôt. 31 août, c'est un peu tard. Ton 15 août serait vraiment target, selon moi. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Ou tu sais, le 10, le 12, peu importe, mais je pense que de le mettre au mois de juillet ou vraiment au début du mois d'août, je pense que dans les circonstances, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Ouais. Ceci étant dit, les équipes qui vendent vont te dire c'est parfait comme ça, parce qu'il y a moins d'équipes qui vont se décider, ça fait jacker les prix, mais je pense qu'à règle générale, ça pourrait être une option à observer. Euh, on a une question ici qui vient de YouTube. Est-ce que les Jays ont toujours l'intention d'échanger Bo Bichette? Il est pas mal bon en ce moment, mine de rien. Les Blue Jays n'ont pas l'intention d'échanger Bo Bichette. Les Blue Jays ont toujours surveillé le marché par la force des choses parce que c'est un bon joueur qui arrive à l'autonomie. Tu ne veux jamais te fermer complètement des portes. Mais le plan des Blue Jays a toujours été d'être bon en 2025. Puis évidemment, toi et moi, on y a toujours cru. Mais le plan a toujours été d'être bon en 2025. Tu ne peux pas échanger un de tes meilleurs frappeurs dans une course aux séries comme ça. Il ne sera pas échangé. La question, c'est de savoir est-ce qu'il va partir comme agent libre ou pas. À ce niveau-là, j'ai plus de doutes que j'en avais parce qu'avant, depuis 2 ans, c'était assez clair qu'il voulait partir. Là, le fait que Guerrero Junior soit signé à long terme et le fait que les Blue Jays aient peut-être leur meilleur moment depuis qu'il est avec Toronto, je ne sais pas. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles il voudrait supposément partir. Donc, c'est dur de dire si la réalité a changé ou pas. Mais on peut penser que ça n'a pas nuit à la cause des Jays s'ils espèrent le garder, ces 2 événements-là. Les Blue Jays qui vont plus que bien et Guerrero Junior surtout qui est sécurisé à long terme. Oui, exactement. Puis non seulement tu ne peux pas perdre un de tes meilleurs frappeurs dans une course aux séries,
Puis deuxièmement, tu donnes une chance, si jamais Bobby Bichette change d'idée, tu donnes une chance de pouvoir négocier avec lui d'ici C'est la ça. fin de la saison. C'est Tandis ça. que si tu le perds, c'est terminé. Tu le revois durant l'hiver, puis probablement qu'il est déjà parti ailleurs. Donc, C'est ça. dans les circonstances actuelles, je pense qu'il n'y a aucune avenue possible où Bobby Bichette est échangé. Tout pointe vers Bichette qui termine la saison à Toronto, puis espérons pour eux, fasse un bout de chemin en série, le rendre heureux, qu'avec Vladimir, ça continue de bien se passer et que finalement, on puisse, contre toute attente, le signer à long terme. Il y a Martin ici qui dit « Je profiterai de l'occasion pour passer Varsho dans un échange pour un lanceur. Es-tu d'accord avec Martin ou es-tu en désaccord avec son affirmation? » Ça, je pas ça parce qu'on a de la profondeur au champ extérieur. Si c'est ça que ça prend, pourquoi pas? Parce que la valeur de Varsho, à l'heure actuelle, avec ses nombreuses blessures, est-ce qu'elle est à son plus haut dans le sens que je pense qu'elle peut juste baisser par la suite? Elle n'est probablement pas à son plus haut, mais elle n'est pas encore à son plus faible. Donc peut-être qu'il y a encore cette valeur-là pour certaines équipes qui ferait que ça pourrait faire pencher la balance dans une transaction. Puis on a quand même d'autres gars qui sont capables de prendre la place. C'est sûr que ça laisserait un grand trou, surtout défensivement. Mais quand même, présentement, Dalton Varsho n'est pas dans l'alignement, puis on performe. Donc, ça pourrait être une pièce qu'on pourrait bouger sans que ça fasse trop mal. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est le fait que Anthony Santander va revenir éventuellement, puis probablement qu'il va être frappeur de choix plus qu'autre chose parce que ça se dessinait comme ça en début de saison. Il faut que tu penses à libérer un spot dans le champ extérieur pour George Springer, qui est frappeur de choix plus souvent qu'autrement depuis la blessure d'Anthony Santander. Est-ce que ça passe par échanger Varsho? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas complètement fermé à l'idée. La question aussi, je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce que les dirigeants qui ont payé cher pour aller chercher Varsho, puis là, oui, il y a les blessures, mais ça commence un peu plus à rapporter. Est-ce qu'ils veulent lancer le drapeau blanc à ce moment-ci? J'ai mes doutes. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il soit échangé, mais je trouve que la réflexion est quand même intéressante. Là. Ton point est bon, mais ça dépend ce que tu as en retour. Tu peux faire oublier cette transaction-là qui était à la base un peu catastrophique, Ouais. qui est un petit peu moins pire qu'au départ, mais qui reste encore à l'avantage des Diamondbacks. Ouais. Tu peux faire oublier cette transaction-là en allant chercher un joueur dont tu as vraiment besoin, puis qui est peut-être de grande qualité. On va oublier le reste, surtout si ce joueur qui arrive à Toronto fait la différence en séries éliminatoires. On le sait, les partisans, ça oublie vite. Moi, j'irais chercher Gouriel, qui est un receveur, Moreno. comme un Oui. Moreno. Ouais, Moreno, oui. ça, le petit Moreno. Là. Un duo Moreno-Kirk serait pas mauvais. Ouais, quand même. Quand même. On a une suggestion de David. L'ancienne vedette des Yankees de Sébastien pourrait pas être une option à un salaire minimum DJ LeMahieu. Gardons l'aspect pour tantôt, pour le bloc plus sur l'actualité de DJ LeMahieu qui a été coupé. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les Yankees ont décidé de désigner pour assignation DJ LeMahieu. Il va donc être libre comme l'air pour signer au salaire minimum avec n'importe quelle équipe. Donc, la question, je vais te la poser. Est-ce que DJ LeMahieu, pour toi, ça pourrait être une solution à Toronto? Moi, je ne le vois pas compte tenu du fait que au premier but, les Blue Jays ne manquent pas d'options. Tu sais, Vladimir Guerrero Jr. est là sur une base régulière. Le poste de frappeur de choix est occupé de toute façon. Puis, bon, écoute, LeMahieu, ce n'est pas un frappeur de choix. Puis, il y a de la difficulté à jouer ailleurs sur le terrain. Tu as des options comme Clement. Tu as quelques joueurs qui peuvent quand même venir jouer au premier but. LeMahieu ne frappe plus. Je vois, peut-être qu'il peut fitter avec certaines équipes. Les Blue Jays, qui ont déjà un des meilleurs premiers buts de la Ligue, puis qui ont définitivement celui qui est le mieux payé. Je ne vois pas pourquoi rajouter LeMahieu, ça fonctionnerait à Toronto. Non, la seule place qui pourrait jouer à Toronto, c'est au troisième but. Puis on l'a DFé à New York parce qu'il n'était pas capable de jouer au troisième but. Donc, ça fait pas vraiment de sens. Puis est-ce que au troisième but, il y a Clement puis il y a Barger qui se partagent le poste. Oui, exactement. Mais non, exactement. Mais je me dis, s'il faut trouver un endroit, ce serait là. Parce que à l'arrêt court, il ne jouera pas là. Au deuxième, on a Jiménez. Puis au premier, il y a Guerrero. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité que ça. Non. Puis, est-ce que DJ LeMahieu amène un meilleur bâton que les joueurs qui sont en place présentement chez les Jays? La réponse est non. Non, exactement. David qui nous demande ici, que pensez-vous des performances de notre ancien des Blue Jays, Jordan Romano? Notre nouveau closer est beaucoup mieux, même s'il est inconstant par moment.
Oui, tu sais, Jordan Romano, je pense qu'il y a le mot inconstance décrit dans le front. Là. Quand ça va bien, tu le veux sur le monticule. Quand ça va mal, tu le veux pas sur le. Tu sais, un bon closer, là, finalement. Non, je pense que les Blue Jays se sentent mieux servis avec Jeff Hoffman qu'avec Jordan Romano en ce moment. Oui, Jordan Romano qui a accordé un circuit à l'intérieur du terrain à un receveur, chose qui n'était pas arrivée depuis 100 ans. Donc, Oui. Puis le quand ça... receveur, c'est pas Adley Rutschman, puis c'est pas Cal Non, Riley, là, c'est non. Patrick Bailey, le Oui, monsieur défensif, là, pas monsieur bâton. Là. oui, oui. Un des pires frappeurs du baseball majeur. Oui. C'est lui qui a mis ça dans le mur de briques du Oracle Park. Oui. Donc, c'est du grand Jordan Romano. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Puis, Oui. oui, présentement, les Jays sont mieux servis. Puis, les Phillies, on n'est pas trop sûr. Non, c'est assez difficile à ce niveau-là. Il y a Jean-Michel là, qui nous répondait ici. Là, pour moi, avec le nombre de places augmentées en série, que les équipes sont ouvertes à faire jouer des jeunes et que les jeunes arrivent plus vite dans le baseball majeur, je crois que ça devient plus dur de liquider parce que tu n'es jamais super loin. Qu'est-ce que tu penses ici du commentaire de Jean-Michel? Oui, c'est vrai, c'est plus dur de liquider. Par contre, à certains moments, pour certaines organisations, tu dois le faire. Tu sais, oui, c'est beau d'être dans la course, mais si tu as des joueurs que tu vas perdre à la fin de la saison, puis que tu n'es pas nécessairement en position de retenir beaucoup de joueurs de qualité dans ton organisation, tu sais, tu dois profiter de la possibilité que tu as d'aller chercher de bons espoirs ou des actifs qui vont être là pour les prochaines années dans le baseball majeur. Fait que ça rend la décision plus difficile, mais à un moment, il faut la prendre. Puis ça revient à notre point de tantôt que si la date limite était repoussée un peu, la décision se prendrait peut-être d'elle-même. Ce serait Ouais. plus facile. C'est sûr qu'il restera encore des équipes sur le bord qui la décision serait plus difficile, mais au moins, il y en aurait quelques-unes que ce serait plus clair. Oui, je suis d'accord là-dessus. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a sur les Blue Jays. Évidemment, on va continuer de les suivre dans les prochaines semaines. C'est une équipe, là, on le voit là, dans les commentaires, là, qui est très, très, très appréciée, polarisante au Québec. Donc, on va continuer de les suivre, évidemment, surtout avec leur belle séquence. Sébastien, passons à ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Sébastien, est-ce que je t'ai déjà parlé de mon amour pour la fiche victoire-défaite dans une MLB où les lanceurs lancent 6 manches, 7 quand c'est un exploit? Je voulais t'en parler parce que, bien évidemment, il y a Paul Skeens là, qui fait jaser, là, qui a un WAR plus élevé que son nombre de victoires. Là. Il y a un WAR de, je pense, 4,8 puis il y a 4 victoires. Là. On s'entend qu'il en mériterait au moins une dizaine à ce point-ci de la saison. Là, s'il jouait aussi, il lançait plus que 70 tirs par sortie. Puis je voulais t'en parler aussi parce que je regarde le match du jour entre les Phillies et les Giants. Les Giants ont perdu 13-0. Justin Verlander a lancé 6 manches. Il a donné 2 points mérités, ce qui est un départ de qualité. C'est vraiment la relève qui a flanché par la suite. Justin Verlander n'a toujours pas de victoire avec les Giants. On est rendu au mois de juillet. Je ne te dis pas qu'il y a une saison de Cy Young. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il n'y a pas une moyenne de points mérités de 9 non plus. Là. Une moyenne de 4,7. C'est un lanceur correct, pas le meilleur, pas le pire. Mais c'est circonstanciel, les victoires. Puis on dirait que quand tu vas dans les extrêmes comme ça, tu sais, Justin Verlander, mettons aujourd'hui, il lance 6 manches, donne 2 points, il mérite une victoire. Certainement. Mais y a-t-il une statistique plus inutile que les victoires-défaites pour les lanceurs? Ouais. Ça veut rien dire. Un lanceur peut avoir une moyenne de points mérités de 0,97 puis avoir une fiche négative. Ça va avec les Rappelle-toi, performances Jacob de l'équipe. deGrom, il y a une couple Oui, d'années, là, ben ça, oui. ça y a tout pris pour aller chercher sa 10e victoire, puis on se dit un Cy Young, peux-tu gagner à 9 victoires, puis finalement, il y en a eu 10, il a gagné le Cy Young, mais s'il n'y avait pas eu 10, il y en a qui, je te garantis qu'il y en a qui ne votaient pas pour lui pour le Cy Young. Il y avait une moyenne de Ah, 1,7, je pense. oui, certainement. Puis sur ces 10 victoires-là, il a fallu qu'il s'en charge lui-même au bâton aussi. Là. Fait que, tu sais, ça allait vraiment pas bien pour son C'est équipe ça. offensivement. Fait que ça veut rien dire. Puis dans le cas de Verlander, on a son frère qui est sorti justement sur Twitter. Toujours objectif, jamais biaisé Ben Verlander. Mais dans ce cas-ci, il a raison. Son frère, il est juste pas chanceux, ça fonctionne pas. Et il continue à lancer avec beaucoup de vélocité. C'est pas les performances de Verlander qui sont un problème, c'est les performances de son équipe quand lui est au monticule. Donc, je pense que cette statistique-là, on pourrait même l'enlever.
Ouais. Ça n'a pas d'impact sur rien, Mhm. surtout pas dans un vote pour le trophée Cy Young. Moi, mon bout préféré, c'est que si t'es un partant et que tu lances pas 5 manches, tu peux avoir la défaite, mais pas la victoire. T'sais. Mais Oui, s'il y avait des victoires de partant et des victoires de releveur, ça serait une chose. Non, non, tu donnes la victoire au releveur parce qu'il est arrivé en troisième. mais c'est ça. Tu t'as pas lancé 5 manches, mais le releveur qui lance un tiers de manche, lui, il peut l'avoir, la victoire. Oui, c'est ça. Comment? C'était donc le petit rant sur les victoires Oui. défaites. Euh, DJ LeMahieu, donc, DFA par les Yankees. On savait que c'était une possibilité. On a annoncé, c'est hier, je pense, que Josh Chisholm s'en allait au deuxième but. Puis là, on demande, ouais, ça veut dire quoi pour LeMahieu? Il s'en va-tu au 3? Non. OK. Fait qu'il va être un joueur de banc? Oui, absolument. C'était sûr que c'était une possibilité parce que tes joueurs de banc, on en parlait un petit peu avec les Blue Jays, mais c'est la même chose. Tes joueurs de banc, tu veux qu'ils soient relativement polyvalents défensivement, puis tu veux qu'ils frappent. Tu veux qu'ils frappent tes joueurs de Oui. banc. Le Mayo, malheureusement, il est usé à la corde. Puis c'est probablement les blessures. Je ne sais pas si sa carrière est complètement terminée, mais parlons-en au passé quand même. Il a eu une belle carrière. Ouais. Il a gagné un championnat des frappeurs dans les 2 ligues. Il était capable de jouer un petit peu partout sur le terrain. C'était une pièce importante quand il est arrivé à New York. On ne savait pas trop dans quelles conditions il arrivait. Puis on se disait, écoute, il va jouer où, lui? Puis finalement, il s'est trouvé un rôle d'utilité extrême, si tu veux, parce que c'était utilité, parce qu'il jouait partout, mais il jouait quand même à tous les jours. Donc, il a eu son importance, mais là, le contrat a commencé à peser là, à New York. Là. Il prenait vraiment une place dans l'alignement. Oui, oui. Puis juste avant d'aller dans ce sens-là, il faut que je revienne sur Josh Chisholm. C'est quand même spécial hein, qu'on le remette au deuxième but, que soudainement, les jeux se font défensivement, puis que soudainement, ils se remettent à frapper un circuit hier, 2 circuits aujourd'hui, puis le match n'est pas terminé. Ça doit être une coïncidence encore une fois. Hein? Ouais, C'est ça, ça arrive comme ça. Il ouais, n'y a c'est ça. pas de lien entre les deux événements. Tout ça est une Ouais. coïncidence. Puis personne ne pouvait prédire ça, bien sûr. Non, 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 pas du non, tout. non. Moi, tu vois, j'avais dit justement quand on se demandait qui allait jouer à quelle position, parce que le Mayu jouait au deuxième Mhm. but, puis que ça allait bien à ce moment-là, j'avais dit, hey, mettons Jazz au 3 parce que ça a bien fonctionné l'an passé, puis le Mayu, ça fonctionne là au 2. Je t'annonce officiellement, là, je me rétracte. Oui, mais J'avais tort. dans l'optique que DJ frappe, ça, c'est une Ouais, autre chose. Mais c'est comme ça. tu l'as dit, DJ LeMahieu, il est usé à la corde. Je pense que son corps, il ne reste plus rien à donner là-dedans, côté baseball. Il a tout donné, puis c'est vraiment pas un problème d'attitude, DJ LeMahieu. Non, non, non. C'est un des meilleurs coéquipiers que tu peux avoir, une des meilleures personnes que tu peux avoir dans un vestiaire à l'extérieur du terrain. C'est juste que là, ça fonctionne plus. Euh, il a travaillé tellement fort pour revenir de plusieurs blessures, mais les Mhm. résultats ne sont pas là. Ça ne suit plus. C'est un ancien champion frappeur. Par le passé, il frappait la balle au champ opposé de façon régulière. C'était sa marque de commerce. Il n'est même plus capable de le faire. On dirait qu'il n'y a plus rien qui suit. Donc, il fallait en arriver à cette décision-là du côté de New York. Peut-être qu'on aurait dû le faire l'an dernier. Il y a des circonstances que probablement tu vas nous citer qui ont fait en sorte qu'on ne l'a pas fait. Mais là, on en était rendu là. Puis, on rappelle Jorbit Vivas. Il faut aller chercher un joueur de troisième but quand même. C'est pas parce que tu libères DJ LeMahieu que Non, non. par magie, ta solution va sortir de nulle part. Ça va prendre un joueur de troisième but dans le Bronx. Ouais, ouais, assurément. T'enlèves un mauvais joueur de l'alignement, ça comble pas un Non, besoin parce que non, non. si Vivas avait mérité de monter avant, ben il Il aurait serait monté là. avant. C'est ça. Là, il est là parce que tu as libéré le maillot, mais sinon, on n'aurait pas fait des pieds et des mains pour amener ce gars-là dans le Bronx. Mhm. Tu parlais justement des circonstances. Là, il y a beaucoup de tractations comme quoi l'an passé, les Yankees voulaient le libérer. Puis c'est Aaron Judge qui s'est interposé en disant non, c'est un bon coéquipier. Je veux pas que ça finisse comme ça pour lui. On l'aurait écouté l'an passé. Là, cette année, avec le temps qui passe, c'est sûr que c'est moins d'argent à manger parce qu'il faut rappeler, les contrats sont garantis. Donc, les Mhm. Yankees vont verser environ 22 millions de dollars pour qu'il reste à la maison pour la prochaine année et demie. Puis s'il se trouve un contrat au salaire minimum ailleurs dans la ligue, ben, ce sera le salaire minimum de moins sur le bureau des Yankees. Mais écoute, le salaire minimum est à quoi? Il est à 750 000, 800 000. On est à moitié de saison. S'il finit la saison ailleurs, les Yankees vont sauver 400 000. C'est marginal. C'est quand même Mhm.
c'est des dizaines de millions de dollars qu'on donne pour qu'un champion frappeur reste à la maison. Là. La situation était rendue pas grave dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est un bon coéquipier. Puis si on lui avait dit reste sur le banc, il l'aurait fait. Mais c'est que c'est vraiment au niveau du fit de baseball, ça fonctionnait plus. Là. Tu pouvais plus garder ce gars-là dans une équipe qui aspire à faire les séries éliminatoires puis à faire un bout de chemin en séries éliminatoires. Ça fonctionnait pas. Là. Oui, exactement. Puis tu l'as dit tantôt, ton joueur de banc, il faut qu'il frappe parce que quand tu l'amènes, tu en as besoin. C'était pas le cas de le maillot. Puis tu dis oui, probablement qu'il aurait voulu demeurer comme joueur de banc, mais quand même, on sentait une certaine frustration. Le gérant Aaron Boone l'a dit qu'il n'avait pas nécessairement bien pris la chose que Chisholm reprenne sa position au deuxième coussin, puis que ce soit le maillot. Puis c'est normal, c'est un vétéran qui a toujours performé. Là, ça fonctionne plus. C'est frustrant pour lui, puis c'est frustrant pour l'organisation aussi, donc il fallait prendre cette décision-là. Comme j'ai dit tantôt, ça aurait dû être fait l'an dernier, mais on aurait mangé beaucoup plus d'argent. Puis quand même, ça nous montre à quel point on a du respect pour Aaron Judge, puis à quel point c'est le capitaine de cette équipe-là. C'est fou, il était impliqué dans tout. Tout. La décision des barbes, d'enlever la restriction sur les barbes, il est impliqué. On parle de transactions, il est impliqué. C'est pas le DG, là, c'est un joueur. Puis il est toujours impliqué, donc vraiment, on accorde beaucoup d'importance à son opinion. Puis probablement qu'on lui en a parlé encore cette saison, puis Judge n'est pas fou, là. Il voyait bien les choses s'en venir, puis c'était la décision à prendre, on l'a fait. Maintenant, on doit regarder vers l'avant, puis on ne doit pas s'asseoir sur nos lauriers parce que on l'a mentionné tantôt, là, les Jays sont là pour vrai, puis c'est pas seulement les Jays, c'est les autres équipes de l'Est américaine. On n'est pas rentré en série, là. Il va falloir se battre jusqu'à la toute fin, puis ça va prendre des éléments pour nous aider à y arriver. C'est quoi ces éléments-là? Évidemment, si tu ne me nommes pas le joueur de troisième but, je pense que tu ne fais pas ta job, là, mais c'est quoi les éléments que les Ça, je l'ai Yankees ont déjà besoin? dit. Oui, Ma c'est job ça. est faite. Voilà. Si on exclut le troisième but, la blessure de Clark Schmidt vient changer la donne. Probablement qu'on n'aurait pas eu besoin nécessairement d'aller chercher un bras de qualité avec le retour de Louis Hill, avec le retour de Ryan Yarbrough. Ces deux-là vont revenir, mais je pense que ça va prendre. Il va falloir ajouter de la profondeur dans cette rotation-là parce qu'on n'est pas à l'abri d'une autre blessure, puis on n'est pas à l'abri de contre-performance non plus. Puis avec les blessures dans l'enclos de relève, il va falloir ajouter des bras là aussi. Luke Weaver, est-ce qu'il est revenu trop tôt? Ça ne fonctionne pas. Il va falloir donner du repos aussi à ces releveurs-là, à qui on en a demandé beaucoup avec cette rotation qui manque Garrett Cole, Whistle, Ryan Yarbrough. Donc, il va falloir ajouter des bras. De toute façon, les Yankees, à chaque date limite des transactions, il y a des releveurs qui sortent de je ne sais pas trop où, qui arrivent dans l'enclos. Fait que ça va être encore ça. Mais en plus de ça, il va falloir adresser la rotation. Oui, je suis d'accord avec ça. Petite question sentimentale, parce que ça ne changera pas grand-chose au storyline du baseball, mais on l'a dit, DJ LeMahieu, il avance plus, là, puis il n'y a pas une équipe aspirante qui va lui offrir un contrat. C'est toujours dommage quand un gars comme ça termine sa carrière en étant DFA. Ce serait le fun de le voir signer un contrat avec les Rockies. Les Rockies s'en vont nulle part. C'est pas grave s'ils ne frappent pas. Si ça n'arrive pas, je ne vais pas dire que c'est une injustice parce que DJ LeMahieu avance plus. Ce serait cool de le voir finir avec les Rockies. La saison ne compte plus là-bas. Pourrait finir là où il y a eu ses premières belles années dans le baseball majeur. Pourrait se retirer un petit peu plus dignement à la fin de la saison. Puis, un petit peu de leadership là-bas. Même comme joueur de banc, tu n'es pas obligé de le mettre régulier, vraiment pas. Mais juste comme joueur de banc, ça amènerait un petit peu de leadership aux jeunes qui sont là-bas. Ça amènerait peut-être une belle histoire au Colorado qui en a définitivement besoin. Moi, plus j'y pense, là, tu vois, moi, je veux que DJ LeMahieu signe au Colorado. Hey, j'avais tellement pas pensé à ça, mais tu as tellement raison. Là. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Puis là, prends ça en note. Là, je t'ai dit que tu as raison. Là, ça ne reviendra pas souvent. Là, ça va pas bien. J'ai dit que la semaine passée que John Schneider était bon. Puis là, je t'ai dit que tu as raison. Ouais, c'est ça. Ça va pas en tout. Il fait trop chaud pour ce ouais, c'est ça que l'hiver revienne. Non, mais c'est tellement une bonne idée. Tellement une bonne idée. Puis tu ajoutes l'altitude qui va peut-être l'aider offensivement. Il ne frappera pas 30 circuits, là. C'est pas ça que je veux dire, mais juste, que ça l'aille relativement bien pour terminer la saison, puis d'amener une présence dans le vestiaire avec ces jeunes-là qui ont l'air perdus. Là. D'un soir à l'autre, tu ne sais pas ce qui se passe au Colorado, puis ces gars-là ne le savent pas, puis c'est très dur de
de se motiver à chaque soir à performer, mais d'avoir une présence de la trempe de LeMahieu, ce serait parfait. Puis comme tu as dit, tu ne lui demandes pas de traîner cette équipe-là, tu lui demandes juste d'amener ce qu'il a toujours amené. Puis oui, c'est pas le DJ LeMahieu de ces années de champion frappeur, mais il est quand même capable, dans une équipe aussi faible que les Rockies, de pouvoir amener quelque chose. Puis, tu sais, même s'il frappe pour 142, on s'en fout. C'est même pas une vraie équipe, le Colorado. On s'en fout. Ils ont des chances de battre le record imbattable des White Sox de l'an passé. Là, Oui. C'est pas important ce qui se passe au Colorado. Là. L'important, c'est de donner une bonne histoire aux partisans. Oui, aux partisans, puis à LeMahieu lui-même. Parce que là, tu sais, ça doit pas être une belle journée pour lui. Là. Se faire DFA par les Yankees. Peut-être qu'il le voyait venir, mais tu sais, c'est jamais plaisant. Tu sais, il va prendre sûrement quelques jours pour penser à tout ça, mais pourquoi pas? 2 mois et demi là, pour terminer sa carrière et sa saison de belle façon avec l'équipe avec laquelle il était avant de s'amener avec les Yankees. Très bonne idée. Là, ça fait 2 fois que je te le dis. Ben là, ça veut dire qu'il est temps de changer de sujet. Les Red Sox de Boston, il y a des rumeurs que si jamais Alex Bregman ne signe pas une prolongation de contrat avant la date limite, il pourrait être échangé. Les Brewers pourraient être dans le coup. Les Mariners pourraient être dans le coup. Les Tigers, qui ont travaillé fort pour aller le chercher durant la saison morte, pourraient être dans le coup. Évidemment, ce n'est pas une certitude. Puis on sait que, oui, il y a un contrat de 3 ans, mais il y a des options de sortie. Là, on s'entend qu'il va l'utiliser, son option de sortie. Les Red Sox, là, pourquoi tu veux l'échanger? Puis je sais qu'après, là, il y a un journaliste qui dit « Ah, j'ai entendu de la part des Red Sox qu'on ne voudrait pas l'échanger. » Mais non, c'est sûr que les Red Sox n'avaient pas le choix de dire ça. Là. Voyons, ils n'étaient pas pour débarquer sur la place publique et dire « Ben oui, on a mis la pancarte à vendre s'ils ne signent pas avant le 15 juillet. » Là, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu es à un match des séries, puis tout ce qu'on entend, c'est ah, ben, il pourrait échanger Duran. Ah, il pourrait échanger Chapman. Il pourrait échanger Bregman. Là, tous les joueurs que tu as réussi à greffer à ton équipe, là, puis que ça a fait en sorte que c'est des All-Stars, puis que ton équipe est un peu plus dans la course qu'on pensait, là, tu veux tout t'en débarrasser. Là. Après t'être débarrassé de Raphaël Devers, puis d'avoir libéré du salaire. Moi, je l'ai dit quand Devers a été échangé, Sébastien. Le vrai portrait de la transaction, on l'aura quand on verra comment l'équipe va dépenser cet argent-là. Mais là, si tu échanges le contrat de Bregman puis que tu continues d'échanger des contrats, ouais, pauvre partisan des Red Sox, les gens en Boston, ils doivent capoter. T'as les Bruins qui s'en vont dans le mur, là, t'as eux autres qui veulent pas faire grand-chose, les Pats, ça fait des années qu'ils font plus rien. Écoute, ça doit pas être super le fun d'être un partisan de sport à Boston en ce moment. Il y a les Celtics, là, que ça va peut-être un peu mieux, là, mais c'est tough être partisan de Boston. C'est supposé être le fun. Ils ont à peu près 40 000 championnats depuis 2000. Là. Pourquoi c'est plus le cas à Boston? Pourquoi tout le monde veut perdre à Boston? C'est une vraie question. Je sais pas, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Puis ça doit être vraiment plaisant, les émissions de radio à Boston en ce moment. Là. Ça doit être tout un show. Tout un show. Mais pour revenir à Bregman, pour me faire l'avocat du diable un petit peu, à partir du moment où tu te départis de Raphaël Devers et que tu n'as absolument rien en retour qui peut t'aider immédiatement, c'est comme si tu fais un petit peu une croix sur cette saison. Parce que veut pas, tu perds un excellent frappeur. Oui, c'était rendu un cancer dans le vestiaire. Ça ne marchait pas. Tu devais faire ça. Mais tu ne gagneras pas sans Raphaël Devers. On s'entend. Je ne vois pas les Sox gagner cette année sans Devers. Puis là, tu parlais de l'argent aussi qu'on économise. Oui, tu pourras aller chercher des gros contrats, mais ça va te coûter des espoirs, ça va te coûter des actifs dans cette organisation-là. Fait que si on échange Bregman, avec l'objectif, bien sûr, de le re-signer cet hiver et de signer probablement un autre contrat avec un joueur autonome, avec l'argent qu'on a épargné en échangeant Devers, c'est peut-être ce plan-là qu'on a décidé quand on a pris la décision d'échanger Devers. Parce que tu n'échanges pas Devers sans avoir un plan par la suite. Peut-être que les Red Sox n'en ont pas, mais tu devrais avoir un plan quand tu fais une transaction de cette envergure-là. Puis le plan, c'est peut-être l'an prochain. Moi, tu vois, je le vois plus. Puis écoute, peut-être que je me trompe, peut-être que je surestime les Red Sox, là, ce qui est possible. Mais je le vois plus comme on a une situation, on a un joueur duquel il faut se débarrasser. On a l'ouverture pour le faire, mais on ne veut pas nécessairement abandonner sur cette saison-là. Donc, faisons ce qu'on a à faire, puis après, on réparera les pots cassés en faisant d'autres choses. Ou du moins, je pense que ça devrait être ça la mentalité. Mais
c'est très possible que ce soit ton option qui ressorte aussi, puis que les Red Sox qui ont un propriétaire, on dirait que des fois, il doit rêver la nuit qu'il est le propriétaire des Pirates de Pittsburgh, là, des fois, tellement il a l'air cheap. Là. Je dis ça, c'est peut-être pas exactement juste parce qu'il a donné des beaux contrats dans les dernières années quand même, mais il n'est pas capable de prendre la coche de plus de t'es les Red Sox de Boston, man. Tu fais de l'argent comme de l'eau. Pourquoi tu réinvestis pas plus dans ton équipe? Pourquoi tu veux pas rivaliser avec les Yankees? T'as-tu quelque chose contre une série de championnats entre les Red Sox et les Yankees? Parce qu'il faut que tu te rendes en série pour ça. Là. Mm-hmm. Ils ne se sont pas rendus en série souvent. Tiens, oui, en 2021, il y a eu une belle année, c'est correct. Je me trompe-tu? C'est-tu la seule année qu'ils se sont rendus depuis qu'ils ont gagné la série mondiale en série? Ouais, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, Ça n'a pas de effectivement. sens. Ça n'a pas de Ouais. sens. Par contre, si on reprend notre point de tantôt avec les équipes qui doivent prendre une décision à la date limite des transactions, puis là, on se met dans un scénario hypothétique. Si les Red Sox jouent pour 500, peut-être 2 ou 3 matchs au-dessus de 500, là, si je ne me trompe pas, si on se retrouve à 5 matchs en dessous de la barre des 500, rendu le 30 juillet, puis que, tu sais, les chances sont minces de participer aux séries. Je comprends qu'on est les Red Sox de Boston, qu'on doit gagner, qu'on doit se battre contre les Yankees. Mais Bregman, tu vas le perdre à la fin de l'année dans le sens que il va aller tester le marché des joueurs autonomes. Ça ne veut pas dire que tu vas le perdre, tu vas avoir ta chance de le conserver. Mais si tu n'as pas de contrat avec lui au 30 juillet, il te reste une journée pour t'en départir, puis au moins aller chercher quelque chose en retour. Fait que, là, on parle de peut-être échanger Bregman. Peut-être que c'est dans cette optique-là où on est sorti de la course aux séries rendu au 31 juillet. Nouvelle question. Si tu as perdu Mookie Betts, puis là on revient, là, mais tu as perdu Mookie Betts, tu as perdu Tu l'as pas Xander perdu, Bogaerts. tu l'as échangé contre absolument rien. Fair enough. Oui. Merci. Non, non. Donc, tu as échangé Mookie Betts contre absolument rien, que tu as perdu Xander Bogaerts et que tu t'es dit, bon, écoute, pour réparer une de cette erreur-là, on va signer Devers un trop gros contrat un petit peu. Là. Il méritait un gros contrat, mais il ne méritait pas 300. Il a profité des circonstances, puis c'est bien correct. Puis que là, tu échanges Devers dans ces circonstances-là, entre autres, notamment, du fait que tu as été chercher Alex Bregman. Je ne veux pas dire à cause d'Alex Bregman, parce que c'est pas son problème, mais à cause du fait que tu as été chercher Bregman, et que là, tu échanges Bregman, ça se peut que les partisans commencent à être tannés aussi de ce niveau-là, de dire, on est-tu capable de conserver une vedette? Parce que je doute qu'ils vont être en mesure de le signer avant le 30 juillet. C'est pas complètement impossible. Mais son agent, c'est Scott Boras. C'est pas dans les habitudes de la maison de faire ça. Il ne voudra pas faire de cadeaux aux Red Sox. Et lui, son pitch de vente, ça va être tu as libéré de l'argent pour Devers, tu as un troisième but élite, c'est à lui qui va aller cet argent-là, ou du moins une partie de cet argent-là. Donc, moi, je pense pas qu'ils vont réussir à s'entendre avant le 30 juillet. Mais je pense pas que c'est impossible qu'ils s'entendent d'ici là. Et je pense que si tu l'échanges, peut-être qu'il peut revenir. Ça existe, ce scénario-là, mais il est beau sur papier, il n'arrive pas forcément souvent. Puis quand ça arrive, c'est pour des situations très sentimentales. Donc, je reviens avec l'équipe pour laquelle j'ai été durant toute ma carrière ou quoi que ce soit. Bregman, il doit rien aux Red Sox dans le sens où ça fait une demi-saison qu'il est là. Donc, moi, je pense que si tu l'échanges, je ne suis pas certain qu'il revienne. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne suis pas certain. Donc, moi, c'est un peu pour tout ça que je me dis, pourquoi tu veux l'échanger? Puis c'est vrai que si d'ici là, tu perds 15 matchs, mettons, là, je suis d'accord avec toi, mais là, tu es à un match. Un match des séries. Pourquoi on parle d'échanger des gars, puis que la majorité des rumeurs, du bruit qui court en coulisses, de la part de Craig Breslow, qui se fait comparer à un robot depuis un an, depuis qu'il est arrivé en poste, puis qui est comme vraiment trop, faut penser très, très, très technique au lieu de se dire un peu justement, allons avec le flow, on a une belle équipe, on a une chance de faire les séries dans une ligue américaine qui est ouverte, puis poussons. Ben pourquoi, si les rumeurs concernent toujours, on va échanger des gars pour les sortir de Boston quand tu as déjà sorti Rafael Devers? Moi, c'est un peu ça le point, mais je comprends que ton point est valide aussi, surtout avec l'administration actuelle des Red Sox, mais je trouve ça dommage pour les gens de Boston. C'est totalement dommage. Puis tu te dis, est-ce que les partisans vont être tannés? Ils sont déjà tannés. Là. À Boston, là, on est tannés, on veut gagner. On le sait qu'on a l'argent pour gagner. En plus, les Red Sox ont connu une excellente saison morte. On débute la saison. Il y en a plusieurs qui les plaçaient au sommet de la section Est de la Ligue américaine. C'est vrai. Puis là, tout s'est écroulé, entre autres, en raison de la circonstance de Rafael Devers. Mais on dirait que là, on recommence encore à zéro. Puis là, c'est le même pattern qui recommence. Puis là, on va échanger des joueurs. Puis on ne sera pas encore dans la course. C'est vrai, c'est vrai. Puis là, pour revenir à ton point, est-ce que Bregman, si tu l'échanges, va revenir à Boston? Si l'argent est là, je pense que oui. Puis l'argent risque d'être là parce que
les Red Sox ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir Alex Bregman l'an prochain. T'as raison. Tu parlais de compétitionner avec les Yankees, puis là, on va rajouter les Blue Jays, puis les Rays là-dedans, puis les Orioles vont revenir aussi. Ils vont finir par se trouver des lanceurs un jour. Là, on ne sait pas comment, mais ils vont y arriver. Ouais. Fait que si tu perds Bregman, je suis désolé, mais les Red Sox ne sont pas dans la course. Là. Non. Tu as bien beau avoir économisé de l'argent, mais si tu ne signes pas Bregman, tu vas aller chercher, oui, un autre joueur autonome, mais je ne pense pas nécessairement que ça va combler ce besoin-là. Donc, ils n'auront pas le choix de mettre l'argent. Je ne pense pas qu'ils vont mettre l'argent d'ici le 31 juillet. Je pense qu'ils vont le mettre cet hiver. Puis là, ben, il va rester la décision, est-ce qu'on le change ou pas, selon la fiche. Parce que si on est à un match comme on l'est présentement, puis que tu échanges Bregman, il va y avoir une émeute. Là. Ça ne fonctionnera pas. Là. Ouais. Autre aspect en faveur des Red Sox qui devraient acheter. Richard nous dit ici, Bregman n'est pas là depuis 2 mois, puis ils sont encore là. C'est vrai. Autre aspect, Bregman va revenir, ça c'est de 1. Est-ce que tu penses que Marcelo Mayer et Roman Anthony vont être meilleurs au mois de septembre qu'ils ne le sont aujourd'hui? Moi, je pense que oui, parce que c'est des jeunes qui arrivent dans le baseball majeur. Tu parlais des Tigers tantôt. C'est un club qui est devenu hot au bon moment, puis ils sont partis de loin. Là. Vraiment pas d'aussi loin que les Red Sox. Là. Ils n'étaient pas à un match des séries, les Tigers, quand ils ont échangé. Est-ce que tu exclus que Christian Campbell soit de retour dans le baseball majeur et qu'il continue de monter? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a Yoshida qui est en train de revenir. Peut-être que comme frappeur de choix, pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, peut apporter une espèce de contribution secondaire. Je pense que ce club-là peut se donner le moyen d'être hot. Et surtout, tu montes à tes jeunes, ton gros trio, qui en est à sa première année dans le baseball majeur, dire, nous, à Boston, on n'abandonne pas. Nous, à Boston, si on est proche, on continue, puis on pousse, au lieu de faire en sorte que ces jeunes-là se complaisent dans la défaite et qui perdent Alex Bregman, qui est un excellent mentor. On en entend quasiment par dizaines des histoires de Bregman qui a pris ce trio-là par la main, qui leur montre aux 3 jeunes comment être des professionnels. Je pense que de leur enlever Alex Bregman à ces gars-là, ce serait de leur couper les ailes. Ouais. Tu disais tantôt, est-ce que Roman Anthony, Marcelo Mayer, Christian Campbell vont être meilleurs au mois de septembre qu'ils sont présentement? Sans Alex Bregman, je ne suis pas sûr. Parce que si tu te mets à perdre des matchs puis à entrer dans une culture de défaite, c'est très, très difficile individuellement de t'en sortir, encore plus à un jeune âge comme ça. Donc, si tu n'as pas un Alex Bregman qui est là pour t'aider, pour être là comme un mentor, comme tu l'as mentionné, je ne suis pas sûr que ce trio de jeunes-là est meilleur au mois de septembre qu'il est présentement. Peut-être qu'ils vont être meilleurs l'an prochain, mais sans avoir des leaders, parce que les leaders des Red Sox, c'est qui? Hein? Il n'y en a pas beaucoup là, quand on regarde ça. Puis Alex Bregman en fait partie. Il fait partie de ce très, très petit groupe de leaders. Donc, si tu te départis d'une de ces têtes directrices-là, ça risque de faire plus mal dans un côté qu'on ne voit pas nécessairement que pour les performances sur le terrain. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est dur d'être dans une culture de perdants. Puis je pense que s'il y en a un qui peut en parler, c'est le meilleur lanceur de cette organisation-là. Capitaine Crochet, les années qu'il a passées avec les White Sox de Chicago. Regarde ce que Clint Fraser a dit là, dans les dernières semaines au podcast Fall Territory, qu'il y avait des gars à Chicago qui s'inventaient des blessures en 2023 pour pas jouer, puis que ça allait pas, puis qu'il y a personne qui voulait se donner, puis que la direction ne savait plus quoi faire, puis tu changeais de gérant en 2 semaines, puis ça changeait pas grand-chose. Il y a une mauvaise culture qui s'est instaurée là-bas. Crochet, là, d'après moi, il doit être content là, d'être à Boston, ou du moins dans les premières semaines, de dire hey, je suis avec une équipe qui va bien, c'est le fun, il a signé une prolongation de contrat pour rester dans cet environnement-là. Lui, il ne veut pas revivre ça, là, une équipe qui vend non plus. Fait que je pense qu'il y a vraiment trop d'avantages pour ne pas considérer d'ajouter des joueurs, là, considérant tout ce qu'on dit depuis 10 minutes. Puis je comprends que rationnellement, peut-être que tu peux prendre un petit pas de côté en 2025 pour en prendre d'avant, mais c'est parce que si tu fais ça à chaque année, à un moment donné, tu progresses jamais, puis tu fais juste marcher de côté. Là. Puis si tu vas de côté, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu vas te ramasser dans la centrale. Là. Je veux dire, tu peux pas juste marcher de côté. Là, ben, c'est ça qu'on fait depuis un bout là, chez les Red Sox. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il est temps de passer au prochain niveau. On dirait que ça fait 5 ans qu'on joue pour 500 à Boston. On dirait que c'est ça à chaque année. Fait que là, si tu fais un pas de côté, c'est la dernière fois. Parce que là, il n'y a plus de Rafael Devers, il n'y a plus de distractions comme ça. Peut-être à l'exception de Tristan Cassis, là, mais ça sera un autre dossier. Puis, ça te fait beaucoup moins mal qu'un Devers. Donc, si tu fais ce
pas de côté-là, cet hiver, tu es aussi bien d'être très, très, très agressif, puis d'aller chercher, entre autres, Bregman, mais d'autres éléments aussi qui vont t'aider, puis de dépenser cet argent-là que tu as économisé. Puis après, ben, c'est all-in. Là. Tu dois être compétitif, tu dois revenir à tes standards d'avant. Richard qui nous mentionne ici, Boston avec Giolito qui va bien, ça leur donne une très bonne rotation de partant. Moi, je crois plus en eux que les Jays. Je pense pas que je crois plus en les Red Sox que les Blue Jays, mais ce que je vais donner à Richard, c'est ceci. À leur plein potentiel, c'est une équipe qui peut être très, très, très Oui. dure à arrêter, puis elle peut rivaliser avec les Blue Jays, elle peut rivaliser avec les Yankees, les Rays, les Tigers, les Astros s'ils le veulent. Mais c'est ça, comme on en parle depuis tantôt, ils veulent pas. Non, c'est ça. Ben, ils n'ont pas l'air à vouloir, à tout de moins. Là. Non, c'est ça. Puis moi aussi, je vois les Jays devant. Par contre, dans les prochaines années, avec ce trio-là, s'il est bien entouré de leaders, là, dont Bregman, là, ça pourrait faire des flamèches. Puis oui, il pourrait devancer les Jays au classement. Hey, tu parles de leader des Red Sox. Parlons de Rafael Devers, évidemment, là, parce que c'est le premier nom qui m'inspire. Finalement, on apprend que plus ça change, plus c'est pareil. Hein, avec les Giants, raconte-nous la belle petite histoire là, de Rafael Devers qui fait juste à sa tête. Là. Incroyable. Rafael Devers qui a la chance de s'entraîner au premier coussin, pas avec n'importe qui, là, avec une légende des Giants, Will Clark. Puis lui, là, notre Raffy Boy, là, il décide qu'il ne se présente pas à l'entraînement. Will Clark, il est là, il est présent aux installations, il attend, il est prêt, il veut s'entraîner avec lui, il veut lui apprendre les rouages du premier but. Mais notre Raphaël ne se présente pas. Puis là, c'est pas seulement une fois, là. Pas seulement 2 fois, là. 3 fois que Rafael Devers ne s'est pas présenté pour s'entraîner au premier but. 3 fois au baseball, t'es retiré, hein? Mettons 3 Ah, oui, c'est ça. Oui. Puis, tant qu'à moi, il serait retiré pour un petit bout, là. Mais ça, c'est une autre chose. Les Giants ont une patate chaude entre les mains. On le savait que c'est un excellent frappeur. On le savait que ça allait prendre un temps d'adaptation. Mais il arrive à San Francisco. Il crie haut et fort que lui, il va jouer n'importe où. Où les Giants veulent qu'il joue, lui, il va y aller. Puis, je pense que c'est le lendemain. Le lendemain, il ne se présente pas à justement cet entraînement-là. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire ça. À quel point tu te sens aussi gros, même plus gros qu'une légende des Giants, pour ne pas te présenter? Ça peut arriver une fois. Il peut y avoir des circonstances qui font que tu ne te présentes pas, puis qu'il y a une mauvaise communication, puis blablabla. 3 fois que tu n'y vas pas. Finalement, là, on disait, ah oui, les Red Sox ont leur part du blâme. Pas sûr. C'est pas sûr. Ça, puis, tu sais, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que il n'y a personne qui a demandé à Rafael Devers d'être un meneur. Tu sais, on le sait que c'est un gars plus réservé. Tu sais, l'anglais, c'est pas sa langue maternelle. Il est vraiment là pour jouer au baseball. Puis c'est correct dans un sens parce qu'il a un beau talent au baseball aussi. On te demande pas d'être un leader, mais tu as quand même une job à faire. Puis si tu dis que tu es prêt à évoluer au premier but, je regrette, tu n'es pas un naturel. Là. La preuve que tu n'es pas un naturel, c'est que tu as refusé de le faire en pleine saison pour les Red Sox. S'il avait été, si on y avait dit retourne au 3, peut-être que ça aurait été différent. Quoi qu'il n'y ait pas un naturel au 3 non plus. C'est ça, j'allais dire, c'était même pas un naturel au 3. Mais tu sais, c'est une position à laquelle il n'a jamais vraiment évolué dans le baseball majeur. Tu sais, aide-toi et le ciel t'aidera. Là. C'est ce que j'ai envie de te dire pour Rafael Devers. Parce que Puis peut-être pas ton image, dans les médias, chez les partisans, peut-être pas ton image au sein du vestiaire. Là. Hey, un gars qui se présente pas à un entraînement, ça marche pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment tu veux imposer, bon, on l'a dit, là, on ne lui demande pas d'être un leader, mais comment tu veux imposer un certain leadership dans un vestiaire puis de montrer l'exemple quand tu ne te présentes pas? C'est ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis je comprends pas que l'entourage de Devers, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de situation-là. À un moment donné, il faut que tu essaies de le raisonner, mais quoique, on l'a vu, David Ortiz a essayé de lui parler, puis il répondait pas. Fait que, je pense que c'est un gars qui fait à sa tête. Il est tout seul sur son île, mais il va en payer le prix à long terme, là. Ouais. Puis s'il frappait depuis son arrivée à San Francisco, tu sais, la victoire ou les performances pardonnent bien des mots. Quand tu produis pas et que tu t'aides pas, c'est sûr que ça t'aide pas. Fait que comme l'a dit Richard,
mais quelle marde. On est resté poli, mais tu sais, ça résume la situation. Là. C'est ça, c'est ça. Hey, dis-moi donc, quand est-ce que Shohei Ohtani va lancer, pas 5 manches, là, 3 manches? Mais tu sais, on rit avec Ohtani, mais tu sais, c'est quand même impressionnant de voir que ce gars-là fait sa rééducation dans le baseball majeur. Tu sais, je veux dire, c'est une licorne à tous les points de vue. On savait déjà que c'était un joueur spécial. De se remettre d'un Tommy John, ça fait longtemps qu'il a lancé. Ça faisait presque 2 ans. C'était 21 mois. D'habitude, c'est dur. Si c'est long, c'est supposé durer 18 mois. Lui, ça en a duré 21. C'était très, très long comme remise en forme. Là, se remet à lancer. Il performe bien. Il a fait une coupe de manche aux Dodgers qui ont besoin d'aide sur le monticule comme à chaque maudite année. Puis il se remet en forme. Puis, tu sais, on le dit depuis des mois, Sébastien. C'est quoi le but avec Shohei Ohtani? C'est qu'il soit en forme pour les séries. On veut qu'il soit en mesure de bien lancer en séries éliminatoires, d'être capable de manger des manches. En attendant, on n'est pas pressé. Là. Si il y a un petit peu trop de manches lancées dans cette manche-là, on ne le ramène pas la manche d'après. Puis c'est correct aussi dans un sens. C'est juste que ça fait spécial de voir Shohei Ohtani comme opener là, dans le fin fond. Oui, oui. Puis c'est pas la dernière séquence de 6 défaites qui va changer quelque chose à Los Angeles. Là. Ça, on va continuer avec le plan. On va être très, très prudent avec Ohtani. Puis on le sait qu'on est capable de répondre quand même. Fait que, tu sais, ça n'aura pas d'impact sur le classement ou presque pas. Et l'objectif, on le sait, on a gagné la Série mondiale l'an dernier. Fait que tout ce qui va être en bas de ça, ça va être un échec. On veut remporter la Série mondiale encore une fois. Puis pour y arriver, ça va prendre un Shohei Ohtani en grande forme au monticule. Donc, on prépare ce mois d'octobre-là, selon moi, de la meilleure façon pour l'organisation puis pour le joueur lui-même. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Sébastien, passons maintenant à la période de questions. Question de Matt que j'avais hâte de passer. J'avais hâte d'arriver à la période de questions pour la lancer, celle-là. Le fameux jeu Start, Bench, Cut. Donc, on nomme 3 joueurs. Il y en a un que tu mets comme partant. Il y en a un que tu mets sur le banc, donc que tu te gardes comme option. Il y en a un que tu dois couper. Évidemment, c'est toujours des décisions un peu crève-cœur. Donc, 3 lanceurs de 3000 retraits au bâton. Randy Johnson, CC, Sabathia et Clayton Kershaw. Écoute, Sébastien, je pense que la décision de mettre Randy Johnson comme lanceur partant doit s'imposer. En tout respect pour les deux autres, mais Randy Johnson était vraiment dans une classe à part. La question après, j'ai envie de te dire, pour ce qui est ici Sabathia et Clayton Kershaw, est-ce que tu es en mai ou est-ce que tu es en octobre? Parce que si tu es en saison régulière, je vais prendre Kershaw. Si tu es en série, je vais prendre Sabathia. Mais tu sais quoi? Juste parce que je pense que les séries, c'est important, puis parce que Sabathia n'était pas un pied de céleri, je pense que je vais mettre Sabathia sur le banc et couper Clayton Kershaw. Évidemment, c'est ça la difficulté de ce jeu-là, c'est que dire les mots couper Clayton Kershaw, c'est quand même spécial. Mais je pense que je les mets dans l'ordre. Randy Johnson sur le jeu. Je place ici Sabathia sur mon banc et je me départis des services de Clayton Kershaw, nouveau membre des 3000 retraits au bâton. J'ai exactement la même lecture. Puis oui, entre autres en raison du jeu en série de Clayton Kershaw, mais aussi du chien de CC Sabathia qui, tu sais, quand il pouvait avoir son bonus puis qu'il avait atteint un frappeur qui s'était fait expulser, tu sais, si tu veux avoir un CC Sabathia au monticule, le caractère qu'il amène, autant au monticule que dans le vestiaire, un gars qui veut gagner, puis là, je dis pas que Clayton Kershaw veut pas gagner, mais c'est deux joueurs totalement différents, deux lanceurs différents, puis pour moi, j'aime mieux avoir un CC Sabathia dans mon club, mais il reste que Randy Johnson, c'est à lui que va le monticule dans ce trio-là. Ouais, je pense que. Tu sais, il n'y a jamais de bonne réponse à ce jeu-là, mais je pense que là-dessus, la bonne réponse, c'était quand même c'est Randy de Johnson. placer Randy Johnson. Mais bonne question, j'aime ça. Si jamais vous en avez des comme ça, cette semaine ou les autres semaines, là, c'est toujours quand même assez intéressant. Denis qui nous dit ici: Salut les gars, c'est-tu une surprise, les Tigers, toute une saison? Que ce soit un club de série, pas une surprise, qu'ils dominent à ce point-là, un petit peu quand même. Ah oui, un petit peu beaucoup. Je les avais au premier rang de la division centrale, mais dans une division faible. Donc, oui, on est au sommet de cette division-là, mais un petit peu par défaut. Là, c'est pas le cas. Là. On est au sommet tout court. On domine
l'attaque fonctionne à plein régime. C'est la différence par rapport à l'an dernier. On a Tyrese Skubal qui continue à lancer de belle façon, qui est dominant. Mais vraiment, c'est cette attaque-là. Puis, tantôt, on parlait d'Alex Bregman. Si jamais les Red Sox décidaient de l'échanger et que, comme tu l'as mentionné, on voulait l'avoir durant la saison morte, mais que là, on était capable d'aller l'amener. Ça va être tout un club de balle, les Tigers. Si on peut ajouter encore une autre pièce, c'était pas prévu qu'ils dominent à ce point-là. Puis on a encore du jeu. Là. On est capable d'ajouter des choses puis de se rendre encore meilleur. Oui, assurément, assurément. Euh, tantôt, on parlait de Verlander et Bobby nous dit: j'ai vu plusieurs matchs de Verlander cette saison. Son problème, à mon sens, c'est qu'il concède trop de coups sûrs, même si sa moyenne est seulement à 4. Je suis assez d'accord. Là. C'est sûr que plus tu as de trafic sur les coussins, ça fait en sorte que il y a plus d'opportunités que des points se marquent. Dans les dernières semaines, défensivement, tu étais moins solide avec l'absence de Matt Chapman. Donc, il peut y avoir, sans dire nécessairement des erreurs, mais des jeux spectaculaires qui ne se font pas, puis tu donnes des manches un petit peu de trop, tu t'épuises, tu peux lancer un petit peu moins, tu surcharges ta relève. Donc, oui, c'est des facteurs, en effet. Là. C'est sûr que si tu limites tes gars sur les sentiers, là, c'est assez la base du baseball. Jean-Michel, qui nous dit ici: chez les Orioles, échanger Cedric Mullins semble de plus en plus une possibilité et il semble plus à son âge une meilleure possibilité au champ gauche chez la majorité des équipes où il semble une cible. Sachant que Dylan Beavers marche comme une machine dans le 3A, pourquoi ils n'ont jamais essayé et démontré que Mullins peut être dominant au champ gauche? La question est intéressante parce que la question peut s'appliquer là, mais elle peut s'appliquer en général à la gestion des espoirs. On prend du temps à faire monter les espoirs, puis c'est correct dans l'optique où c'est mieux de rester trop longtemps que trop peu longtemps dans les mineurs, mais chez les Orioles, c'est vraiment souvent trop longtemps. On a de la difficulté à les gérer, autant faire les bonnes transactions pour aller chercher les bons joueurs. On l'a fait une fois pour Corbin Burns l'an passé, mais on ne l'a pas particulièrement refait assez souvent à mon goût. Puis on les laisse traîner dans le 3A. Puis je prends l'exemple en ce moment de Samuel Basayo, qui est le meilleur espoir de l'équipe, qui est receveur. Je pense qu'il y a 3 ou 4 receveurs sur la liste des blessés chez les Orioles. Ce gars-là détruit tout dans le 3A. Qu'est-ce que tu attends pour lui donner sa chance dans les majeurs? Ne serait-ce que pour le tester, ne serait-ce que pour te dépanner, ne serait-ce que pour lui donner une valeur sur le marché des transactions si tu décides que tu prolonges Adley Rutschman à long terme et que tu t'échanges ce gars-là, peu importe la situation. Pourquoi ce gars-là est encore dans le 3A? Pourquoi Dylan Beavers est encore dans le 3? Je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça de c'est qui j'ai un blanc? C'est Kobe Mayo. Oui, mais ouais. Aussi, qui chialait, qui était trop longtemps dans le 3A. Je pense qu'on les laisse trop dans le 3A, les espoirs. Donc, il y a peut-être un problème à ce niveau-là au terme de la gestion de quand effectuer la promotion des espoirs. Oui, exactement. Cela dit, c'est aussi en lien avec le fait que si tu vas chercher un joueur comme Tyler O'Neill aussi, tu viens d'enlever une place à un jeune. Fait que tu dois gérer en fonction qu'il y a des jeunes qui poussent. D'un autre côté, tu ne peux pas avoir aussi juste des espoirs qui sont au niveau des majeurs. Ça te prend des vétérans. Ça prend un certain équilibre à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que certains jeunes n'ont pas monté parce qu'on voulait avoir quand même des vétérans dans l'équipe. Mais dans le cas de Basayo, ça fait aucun sens. Là. C'est pas comme si on était blindé au niveau des majeurs. Là. On est rendu à je sais pas combien de receveurs qu'on a passé, mais lui, il n'est pas dans ce lot de receveurs-là. On est allé en chercher un chez les Yankees. De ce côté-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'un autre côté, tu ne peux pas toutes les monter non plus. Mais dans le cas de Basayo, c'est incompréhensible. Puis pour revenir à Mullins, je pense que dans le commentaire de Jean-Michel, est-ce que c'est une possibilité qu'on l'échange? Ce n'est pas une possibilité, ça doit être une certitude. Ouais. Tu dois échanger Cedric Mullins. On est rendu là, tu dois profiter de sa valeur, s'il en reste encore un peu. Je suis convaincu qu'il en reste. Il peut aider des formations aspirantes au champ extérieur. Tu dois profiter de cette fenêtre-là, puis c'est pas le seul qui doit partir dans cette organisation-là. Non, c'est ça. Ça prend un petit. Tu sais, probablement que les Orioles espèrent faire un peu comme les Blue Jays l'an passé, dire on est une bonne équipe qui a eu une mauvaise année, on est à quelques mouvements de, puis si on va chercher les bons joueurs. La difficulté, eux autres, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas de Kevin Gausman, puis de Jose Berrios, puis de Chris Bassett sur lesquels s'asseoir. Si tu n'as pas une bonne rotation, ça ne marche pas. Donc, le défi est plus grand à ce niveau-là. Mais c'est sûr que la fenêtre peut être ouverte un peu plus longtemps si tu le fais bien, parce que tu as quand même beaucoup de bons jeunes dans cette équipe-là. Mais écoute, pas de lanceur, tu t'en vas nulle part. La preuve, les Orioles de 2025. Et voilà. Jean-Michel, ici, qui nous dit
Josh Young chez les Rangers retourné dans le 3A ou Jace Young chez les Tigers qui n'a jamais eu sa chance avec l'équipe des majeurs peuvent-ils être une possibilité pour les Yankees, sachant que Eugenio Suarez et Ke'Bryan Hayes, ça va coûter très cher? Est-ce que ça peut être une possibilité? Oui, mais est-ce que Josh Young, qui justement a été retourné dans le 3A, je sais que les Yankees ils ont toujours la prétention de pouvoir changer un joueur, puis le transformer, puis blablabla. C'est pas ça qu'on a besoin présentement. Là, c'est pas le temps d'avoir des projets puis d'essayer des choses, c'est le temps de gagner. Donc, si tu veux gagner, ça va être Suarez, ça va être Brian Hayes, puis ça va être un prix astronomique. Tu le sais que ça vient avec. Tu avais la chance de régler ton dossier du 3e but durant la saison morte, tu ne l'as pas fait. Donc maintenant, tu dois en payer le prix. Puis ça vient avec. Les Yankees ne peuvent pas continuer à évoluer comme ça sans avoir un joueur de 3e but. Ils ne peuvent pas continuer sans avoir un lanceur partant. Puis là, à leur décharge, on a eu des blessures dans la rotation partante. Ça, on ne pouvait pas le prévoir. Mais quand même, il va falloir l'adresser. Mais c'est pas avec des gars qui ne performent pas dans les autres équipes qu'on va s'en sortir à New York. Non, c'est ça. Où la pression est plus grande, puis où il y a beaucoup de gars qui peuvent s'effondrer, justement. Exact. Tu parlais de la rotation. Est-ce que Louis Hill va revenir bientôt pour les Yankees, nous demande Richard. Oui, on s'attend à quelque part au mois de juillet, au gros pire début du mois d'août, mais ça s'enligne bien pour Louis Hill. Il restera à voir son nombre de manches, dans quel état il va être, parce que excellent potentiel, mais après une blessure, on ne sait jamais, ça va lui prendre un temps d'adaptation. Il ne lancera pas des 7 manches à son retour, donc ça va prendre encore une fois la relève. C'est pour ça qu'il faut ajouter des bras dans l'enclos aussi. Richard nous dit il ne vous reste pas assez de temps pour parler de mes braves, mais esprit que je me défoulerai. On va en parler. on va prendre le temps. Il n'y a pas de temps dans un podcast. Non, c'est ça. Si vous êtes tanné, on vous invite à rester quand même. Je veux dire, si vous êtes tanné, vous pouvez passer à d'autres choses, mais nous, on va être ici pour parler des braves malgré tout. Tu sais, si je t'avais dit en date du 9 juillet, ils vont être à 3 matchs tu m'aurais dit des Dodgers. Tu m'aurais dit des Mets ou des Phillies au sommet de la division. Écoute, à la limite, tu m'aurais dit des Nationals. Ils sont à 3 matchs des Merlins-Pimpins, les Marlins. Qu'est-ce que tu fais? Quelle catastrophe que cette saison des Braves d'Atlanta. Rappelle-toi, quand il y avait eu le mauvais début de saison, on disait, ben écoute, mathématiquement, c'est terminé. Il y avait eu une petite résurgence. Là, oublie ça. Il y a quoi? Attends, je vais calculer. Il y a 3 équipes dans la nationale, là, pas dans l'Est, là, dans la nationale qui sont derrière les Braves. On parle des Pirates, on parle des Nationals qui ont clairé tout ce qui bougeait à une semaine du repêchage. On y reviendra là-dessus d'ailleurs, on a oublié d'en parler. Et évidemment, des Rockies du Colorado qui ont une glorieuse fiche de 21-71. C'est quelque chose, les Braves. C'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, toi, c'était Alex Anthopoulos à la date limite qui a clamé haut et fort, qui ferait rien et qui ne voulait pas vendre? Là, écoute, t'as pas le choix. Là. Hey, je les avais en série mondiale, les Braves d'Atlanta. Ça va-tu assez mal à ton goût? J'ai rarement vu une chute comme ça. T'sais. Oui, on parle des Orioles aussi, on vient d'en parler, mais on ne les voyait pas nécessairement aussi haut. On le savait qu'il y avait des lacunes. Les Braves, quand tout le monde est en santé, il n'est pas supposé avoir de lacunes dans ce club-là. Là. C'est un club aspirant aux grands honneurs, mais oui, il y a des blessures, mais on dirait que la chaîne est débarquée. On n'est pas capable de combler ce temps-là pendant que nos joueurs sont blessés. On n'est pas capable de se rassembler. Next man up, il n'y en a pas à Atlanta. Il n'y a personne qui se lève dans ce club-là, qui prend les règnes de cette équipe-là. Il faut toujours attendre Ronald Acuna. Si Ronald Acuna n'est pas là, il n'y aurait absolument rien qui se passe. Si Ronald Acuna est dans une petite léthargie comme dernièrement, il n'y a absolument rien qui se passe. Il va falloir qu'il se passe justement quelque chose dans ce club-là, puis ça va passer par le DG Alex Anthopoulos qui, oui, ne veut pas vendre, mais tu ne peux pas garder ce club-là pour l'an prochain. Là. Si tu ne peux pas le garder intact, ça ne fonctionnera pas plus. Si tu l'as vu, ça fait quelques fois que ça survient, ce genre de mauvaise saison-là. Et ça va prendre un changement. Puis oui, on ne s'attend pas à ce que Brian Snitker soit de retour l'an prochain, mais ça va prendre plus que ça. Ce n'est pas seulement le gérant. Là. Il y a des leaders dans ce club-là qui ne performent pas à la hauteur de leur talent et de leur leadership aussi dans le vestiaire. Écoute, Richard est d'accord avec toi. Alex, il n'a plus le choix. Il doit vendre. Il nous rappelle aussi que Chris Sale qui se blesse sur un jeu de routine en plongeant sur une balle sans importance.
je sais, ben, évidemment, je ne blâmerai pas un joueur d'essayer là, pour tous Non, les c'est ça. joueurs qui ne blâment pas, mais c'est vrai que c'est choquant. C'est vrai que la balle n'avait pas d'importance dans le fin fond sur le jeu sur Non. lequel il s'est blessé. Mais tu peux pas être juste à un gars de se dire oh, Chris Sale s'est blessé. Puis surtout un vétéran que, oui, l'an passé, il a gagné le Cy Young, c'est correct, mais je veux dire, ça avait été tough les dernières Ouais. années d'avant. Mhm. Il n'y a pas assez de certitude du côté d'Atlanta dans cette rotation-là. La perte de Max Fried fait mal. Là. Autant elle fait du Ah oui, bien à New oui. York. Tu vois à quel point Oui. c'est un joueur important parce que sans Max Fried, les Yankees ne seraient pas aussi haut. Puis là, ben, sans Max Fried, les Braves sont. Il y a une Ouais. corrélation. C'est pas juste lui, mais il y a une corrélation. Ah, certainement. Ça change tout dans une rotation. Un bras de la trempe de Freed qui va être candidat au trophée Cy Young, là, ça change tout. Puis ça enlève la pression sur le reste de ta rotation aussi. On n'a pas une mauvaise rotation, mais quand même, quand chacun n'est pas dans sa chaise, ça change tout. Puis on dirait qu'à Atlanta, il n'y a jamais personne dans sa chaise. Fait que ça fait qu'il n'y a rien qui fonctionne comme ça devrait l'être. Puis ça va prendre des changements. Et on l'a mentionné, la folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. C'est ça, il faut arrêter de faire la même chose. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a les blessures. Là, Jean-Michel nous dit 4 lanceurs partants blessés. Il y a Albies, Michael Harris qui n'ont pas progressé en effet, mais ça prend. Ouais, Mais vas-y. Michael Harris, là, aussi, quelle chute! On Ouais. attendait ce gars-là, gros comme. On avait de grandes attentes envers Michael Harris. Présentement, c'est 0 plus une barre. Non. Mais on avait-tu des si grandes attentes? On savait qu'il était bon normalement, surtout défensivement. Moi, je ne m'attendais pas à. Je veux dire, oui, il y a ses Ouais. moments offensivement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il explose. Je ne m'attendais pas à ce Non, qu'il mais devienne. Mettons, ce que Beat Armstrong devient cette année ou quoi. Mes attentes ont toujours été modestes au bâton, mais il ne remplit pas les attentes. Là, ça, on s'entend, mais mes attentes ont toujours été défensives avec Michael Harris. oui, mais on s'attendait à plus au niveau du C'est bâton. Là. sûr. C'est Quand sûr. même, là, il est capable de beaucoup plus, puis il est capable de frapper dans le haut cet alignement offensif-là, même s'il est Ouais. excellent défensivement. Ouais. Donc, vraiment, c'est une sous-performance dans son cas. Oui, je suis d'accord. Patrick qui nous dit le repêchage est quand exactement? Dimanche. Dimanche Dimanche à. jusqu'à pendant 3 semaines, là. Bon, c'est ça. Le temps J'exagère. qu'ils repêchent 1500 espoirs, là, ça, c'est à Ouais, peu près pas une joke. Là, c'est à peu près 1000 espoirs qui sont repêchés. ouais, mais c'est beaucoup moins qu'avant, par contre. Ouais, c'est pas mal moins. Ouais, ouais. C'est ça, on en parlait tantôt brièvement, mais le premier choix qui appartient aux Nationals, est-ce que le jeune frère de Jackson Holliday sera repêché? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas Mike Rizzo qui va le repêcher parce que, écoute, congédier son DG, puis son gérant, là, mais Oui. congédier son DG à une semaine du repêchage, à un mois de la date limite des transactions, c'est certainement un choix. Là. C'est certainement un choix, mais si tu fais ce choix-là, il faut que tu le fasses là. Parce que, tu sais, c'est pas lui qui doit donner le ton pour les prochaines années. Fait que ça prend une cassure. Puis la nouvelle ère des Nationals, elle commence avec le repêchage, puis avec la date limite des transactions. Puis ça va être, tu sais, on a gardé des éléments de l'interne, donc il y avait déjà un œil sur ce qui se passait. On va continuer avec ça, mais probablement en allant dans une autre direction. Donc, il fallait le faire à ce moment-là. Ça aurait peut-être dû être fait un petit peu plus tôt, mais quand même, ça laisse relativement de temps pour quelqu'un de l'interne de prendre le lead. La semaine prochaine, Sébastien, quand on va se parler, le repêchage aura eu lieu. Le match des étoiles aura eu lieu. Le concours des circuits aura eu lieu. Ça va être une bonne semaine, même s'il y a beaucoup de joueurs qui seront en congé, mais ça va être une grosse semaine donc dans le baseball majeur. Et à ce niveau-là, on va suivre évidemment le Home Run Derby, le concours de circuit, parce que c'est toujours très, très, très attendu. Léandre qui nous dit salut les gars, nous demande nos points de vue sur les joueurs dans le concours de coup de circuit et qui pensez-vous qui va le gagner cette année? Évidemment, on n'est pas à 2 heures de l'événement, donc on ne connaît pas tout le monde. Mais des joueurs qui ont été annoncés. Ronald Acuna Jr. a été annoncé. Ceci étant dit, on ne sait pas s'il y a une blessure qui va l'empêcher de participer ou non. L'impression que les Braves ne voudront pas prendre de chance. Donc, comptons-le pour le moment, mais ça se peut qu'au moment où vous écoutiez le concours de coup de circuit lundi prochain, qu'il ne soit pas là. Et parmi les autres qui sont confirmés, il y a James Wood, il y a Junior Caminero, il y a Cal Riley, il y a O'Neill Cruz et il y a Byron Buxton. Évidemment, il n'y a pas de Judge, de Otani, de Guerrero, de Soto, de gars comme ça. Malgré tout, une belle brochette. Là. Oui. Caminero,
jeune des Rays, on s'en rappelle, c'est lui, durant la saison morte, qui avait joué en République, en tout cas dans une ligue d'hiver, et qui avait frappé un bat flip. Là, je ne sais pas si le bâton il retombait encore. Là, une séquence qui avait vraiment fait jaser. James Wood, un monstre de puissance. Oui. O'Neill Cruz, la vitesse à laquelle la balle va sortir du bâton. Si son angle de sortie est intéressant, ce gars-là a le potentiel de gagner le concours de coups de circuit. Byron Buxton, qui est finalement en santé. Big Dumper, qui mène la ligue, évidemment, pour les coups de circuit. Il est rendu à quoi? Il est rendu à 36 au moment où on parle. C'est malgré tout, même si ce n'est pas les gros noms classiques, ça demeure une très, très belle cuvée là, en ce moment. Ah, certainement. Certainement. Là, si je ne me trompe pas, Ronald Acuna est du match ce soir. Fait qu'est-ce que les Braves vont le laisser aller au concours de coups de circuit? On ne le sait pas. S'il est là, ce serait mon choix. Je pense que depuis son retour, il est explosif. Il veut frapper la balle. Tu vois qu'il a du plaisir. Sinon, tu parlais de Big Dumper, qui, entre parenthèses, hier, durant le match contre les Yankees, on a eu un gros plan sur son dumper pendant je ne sais pas combien de secondes avec Michael Kay qui décrivait la chose, expliquant l'histoire de son surnom. C'était assez particulier. Mais j'irai avec lui. On dirait que cette année, il n'y a pas d'autre solution possible. Tout ce qui frappe se retrouve de l'autre côté de la clôture. Donc, ça serait mon choix. On dirait que je trouve ça contre-productif de ne pas y aller avec Acuna ou avec Cal Riley. Mais, parce que Cal Riley est tellement fort, mais on dirait que j'ai de la misère à parier contre James Wood ou O'Neill Cruz. Moi, si j'ai à présenter une prédiction en ce moment, j'ai envie d'y aller avec O'Neill Cruz. Puis je pense que Patrick a l'air relativement d'accord avec moi. Ordonez Cruz pourrait surprendre. Évidemment, dans un contexte comme ça, on ne sait jamais. Il y a des bons joueurs qui performent bien, il y a des mauvais joueurs. Des joueurs plus ordinaires ou qu'on attendait moins qui performent un petit peu mieux. C'est toujours dur à prédire. Puis tous les gars ont une chance dans les faits. Mais ouais, on dirait que O'Neill Cruz ou James Wood, là, je ne sais pas comment le tableau va être placé à ce moment-là, mais ce serait pas pire une finale entre ces deux gars-là. Moins vendeur que si c'est Riley, Acuna, mais peu importe les gars, là, c'est toujours le fun de concours de circuit. La MLB a un beau produit quand même. Ah oui. C'est un des événements, format match des étoiles qui est le plus fun à suivre. Ouais. C'est le plus fun sans aucun doute. Là. Oui. Puis les deux gars que tu as mentionnés, ils ont-tu des élans pour ça, tu penses? C'est ça. C'est comme, on dirait qu'ils sont fabriqués pour un concours de coups de circuit. Fait effectivement, ce ne serait pas surprenant. Richard qui nous demande Raleigh, est-ce qu'il va frapper des deux côtés? Je pense qu'il me semble qu'il avait dit que c'était pas impossible. Ça se peut-tu? Ouais, peut-être que c'est pas impossible. Moi, si j'étais lui, je le ferais pas, mais c'était à lui la tête. Hein? Ouais, c'est ça. Mais c'est Rochman qui l'avait fait aussi il y a 2 ans. Ça donne un bon show, tu sais. Mais on dirait que Rochman est plus... c'est plus naturel, là, ces élans des deux côtés. Là. Ouais, en effet. Mais je m'attends à ce qu'il garde un côté, mais en même temps, peut-être s'il est fatigué, puis que peut-être qu'il peut changer le mal de place, là, littéralement. Puis pour le show. Ouais, c'est ça, c'est un show. Tous les enfants qui courent dans le champ, ils changeront de champ. Là. Fait que ça s'en vient dans les prochains jours. On vous invite évidemment à suivre le passionmlb.com pour tous ceux qui veulent se tenir au courant de l'actualité du baseball, dont ces événements-là qui s'en viennent. Merci à tout le monde qui nous ont posé des questions, qui ont interagi avec nous au cours de l'épisode. C'est toujours très, très, très apprécié, évidemment. On vous invite à aller écouter le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Ceux qui ne nous ont pas écoutés en live, le mercredi 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Puis évidemment, Sébastien, il y a le format podcast dans toutes les plateformes. Mais comme je l'ai dit aussi, il ne faut pas oublier le site web là, parce que c'est là-dessus que ça va se passer dans les prochains jours avec une actualité qui va être très, très riche en actualité, justement. Oui, exactement. Les épisodes du podcast sont sur notre site web, passionmlb.com, mais tous nos textes, on l'a dit, le match des étoiles, le concours de coups de circuit, le repêchage, la date limite des transactions, c'est tout dans les prochaines semaines, là, donc ça va bouger beaucoup. Donc, merci à tout le monde qui a été là pour interagir avec nous. Merci Sébastien d'avoir été là encore une fois. Nous, on se dit à la semaine prochaine et puis en attendant, on se souhaite une excellente semaine de baseball.